La RDC vers un avenir meilleur? C'est une question qu'on se pose dans cette émission. Et donc sur ces plateaux, nous avons deux co-débatteurs avec qui nous allons animer la journée. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous dans ces rendez-vous, les derniers de la semaine. Je commence avec un habitué de cette émission. Ça fait longtemps qu'on partage ce plateau ensemble, mais au moins il est de retour. Diomaye il est avec nous, politologue, mais cadre du parti Congo Mon Héritage. Cher estimé, bonjour. Bonjour cher Cédric, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Je suis encore très heureux de regagner les plateaux des thermomètres de la République parce qu'à chaque fois, il faut savoir quelle est la température politique de la République, quelle est la température sociale de notre pays. Donc je suis très heureux de vous revoir encore, très heureux de revoir mon compatriote Germain. Donc nous sommes là pour parler de la République et dans cette démarche, nous présentons ou nous souhaitons, si vous voulez, bon mois de la femme à toutes les braves femmes. Nous partons dans la logique de pouvoir soutenir toutes les femmes qui subissent des atrocités à l'est du pays. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est frappé par une crise sécuritaire. Les femmes sont les premières victimes. Alors, nous soutenons toutes ces femmes-là. Nous leur apportons notre compassion, notre soutien pour dire que vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Toutes les femmes qui subissent aussi les atrocités dans tous les coins de la République et dans tous les coins du monde. Pourquoi pas présenter aussi bon mois de la femme à tous les héritières et les héritières, les héritiers et les héritières de la République démocratique du Congo, mon président Yvan Moundadi, et aux femmes aussi de mon parti politique Congo Mon Héritage en tout cas. Merci beaucoup, cher estimé. En face de vous, je vous présente Germain Moukaba, qui est communicateur de l'Union Sacrée. Et c'est la première fois de vous recevoir, soyez les bienvenus. Ah, ok, merci messieurs Cédric pour l'invitation. Également, je présente mes remerciements à mon co-débatteur Diomaye et d'avoir accepté qu'on débatte, qu'on parle de la République ces jours. Et nous n'allons pas oublier déjà dès l'entame de cette émission pour présenter notre compassion aux compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo pour qui tous les jours nous nous battons, nous combattons de notre façon pour que la solution ou réponse soit tant soit peu donnée et pour que la quiétude et la paix règnent encore à l'Est de notre pays. Donc nous sommes ensemble de loin et nous ne croisons pas les bras. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher estimé. Alors, je l'ai dit tantôt, le thème qui va nous animer, c'est la RDC. On se pose la question si nous tendons déjà vers un avenir meilleur. Pourquoi cette question? C'est parce qu'aujourd'hui, même sur la scène internationale, depuis que cette guerre a commencé, on en parle. Il y a 30 ans, bien sûr, mais aujourd'hui, les masques ont commencé à tomber et le Rwanda et les mécènes du Rwanda aujourd'hui ne supportent plus les bavures du président rwandais. Aujourd'hui, c'est les conseils de sécurité, aujourd'hui, c'est les grandes nations qui finançaient justement le Rwanda, qui ont décidé justement d'interrompre leurs aides. Diomaye, pouvons-nous dire aujourd'hui que la RDC tend déjà vers un avenir meilleur au regard de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments depuis que la guerre a commencé? Merci, cher Cédric. Je pense que nous sommes dans une émission où l'intitulé est les thermomètres de la République. Et je pense que nous allons aussi mesurer quelques éléments au regard de ce qui se passe, au regard de ce que nous avions sur terrain. Alors, je pense que si nous rentrions à la genèse de l'ONU, je vais un peu être plus large pour donner quelques explications. Si nous rentrons, si l'ONU a été créée, c'était pour un but, la stabilisation de la paix dans tout le monde. La stabilisation, la quiétude totale dans tous les 5 continents. C'est pourquoi l'ONU a été créée, au regard des bavures qui ont été commises à la Seconde Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont milité pour la stabilisation de la paix militent officieusement et travaillent officieusement pour instaurer les désordres, pour instaurer l'anarchie. Alors, cette démarche, elle est contraire à l'objectif primaire, à l'objectif génitaire de l'ONU, qui est la stabilisation, la quiétude humanitaire. Donc aujourd'hui, si
les pères fondateurs, aujourd'hui, si les grandes puissances, entre guillemets, ceux qui décident pour le sort du monde, rentrent dans la lignée de pouvoir militer pour la paix, de pouvoir tirer les oreilles contre toute personne qui doit déroger à cet objectif primaire. Je suis très content et cela va au bénéfice de notre pays parce que la paix est un élément primordial pour le développement d'une nation, d'un pays, d'un territoire, d'un coin. Alors, la paix aussi, c'est une marque de vente d'un pays. Alors, pour que les investisseurs viennent, pour que le commerce soit avec beaucoup de lucidité, beaucoup de mouvements, il faudrait que la paix y soit. Alors, le Congo aujourd'hui, géologiquement, porte des pièces rares. Géologiquement, aujourd'hui, le Congo porte, au fait, la technologie du monde. Quand je parle de la technologie du monde, donc les ressources qui doivent alimenter la technologie, que ce soit la technologie militaire, la technologie nucléaire, la majeure partie de ces ressources se trouve en République démocratique du Congo. Donc, si le Congo doit avoir la quiétude, si une partie de la République démocratique du Congo, durant 30 ans, a été menacée par des atrocités, comme nous l'avions dit, je pense que c'est une très bonne résolution. Donc, voir la posture aujourd'hui de certains bourreaux de la communauté internationale, parce que la communauté internationale est composée de tous les pays, mais il y a certaines personnes qui ont un poids exagéré au regard des autres pays. Alors, voir aujourd'hui une certaine rattrapage, hein, j'appellerais ça rattrapage, parce qu'au début, c'était pas ça. Je vous ai donné les principes majeurs. Voir ces rattrapages-là, c'est satisfaisant pour nous. Mais nous ne voulons pas que ça reste seulement dans un niveau où on doit rester administratif. On reste dans les écrits, on reste dans le discours. Nous voulions que ces discours-là se transmettent en action. Alors, si on doit aujourd'hui, avec les démarches de la rupture des alliances, de la rupture entre, par exemple, l'Union européenne et le Rwanda, cette rupture, cette alliance-là doit être coupée parce que le Rwanda ne détient aucun minerai. Normalement, les pays comme le Rwanda, ce sont des pays qui doivent vivre avec le tourisme, avec peut-être avec l'élevage. Mais le Rwanda aujourd'hui produit des minéraux que la RDC a. La question qu'il faut se poser, le Rwanda possède ces minéraux dans son sous-sol, non. Mais comment l'Union européenne? Dans l'Union européenne, il y a les grandes puissances. La France, la Belgique, la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui participent à l'essor du monde. J'exclus d'ailleurs la Grande-Bretagne qui était sortie déjà. Mais je prends la France, la Belgique. Aujourd'hui, ils sont dans les conseils de sécurité. Le conseil de sécurité, c'est l'instance qui décide pour le sort du monde. Le sort du monde. Mais comment ils facilitent cette chose? J'ai apprécié un député français de l'opposition qui a tutoyé le gouvernement français. Il dit, vous connaissez comment est-ce que le Rwanda vient vendre les minéraux ici, mais vous, le gouvernement français, vous vous taisiez. Donc moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Ben, cette lueur d'espoir-là qui aujourd'hui se manifeste par les comportements de certains bourreaux au sein des forums internationaux. Mais cette lueur d'espoir-là doit aussi se manifester avec la dynamique interne. La dynamique interne déjà que nous avions mise en marche. John Maïla, encore une question. Bon, plus rapidement parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que les conseils de sécurité doivent transmettre ces sanctions en action, justement. Alors, mais au regard de l'expérience que nous avons vécue avec les passés, où il y avait des sanctions juste chapelées de bonnes intentions, comment la partie congolaise doit-elle suivre de près, cette fois-ci, l'applicabilité justement de ces sanctions pour ne pas qu'on pleurniche dans l'avenir? Je pense que nous avions déjà une ministre des Affaires étrangères qui est très dynamique. C'est rare au Congo de voir une ministre ou un ministre des Affaires étrangères être très dynamique comme ça. La seule manière de transmettre ou de continuer avec cette dynamique, c'est de mettre la pression, c'est d'être présent. Parce que notre présence et le fait de rester constant dans nos revendications va mettre la corde au cou
à ces personnes-là. Quand je parle des personnes aujourd'hui, ce sont les États. Les États, du point de vue international, ce sont des personnes. Alors, à ces États-là, qui doivent décider ou qui ont donné des sanctions, que ces sanctions-là doivent être matérialisées. Donc, c'est par notre présence dans des forums, c'est par le fait de rester constant. J'ai aimé, je termine par là, j'ai aimé la constance diplomatique du président Tshisekedi, qui a été transmis par un narratif. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il fait gober à la communauté internationale un narratif que c'est le Rwanda qui est agresseur. Vous voyez, depuis l'accession de Tshisekedi au pouvoir jusqu'à l'heure où nous sommes, à l'international, les narratifs de la question de l'Est et de l'insécurité, c'est le Rwanda. Alors, si nous restons dans cette constance-là, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Nous continuons à mettre la pression. Nous continuons à amener des preuves sur des preuves. Aujourd'hui, sur le front diplomatique, nous sommes... la RDC a un avantage sur le Rwanda. Donc, nous sommes partout. Il y a même eu un procès entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, qui a donné... à Arusha, qui a donné un avantage à la République démocratique du Congo. Donc, c'est cette présence-là que nous voulions. La présence va manifester la pression. Merci beaucoup, cher estimé Diomaye. Je prends, estimé Germain, avec vous une question, toujours dans la même approche, parce qu'aujourd'hui, il nous arrive de dire tout simplement que les Rwandais nous ont infiltrés dans l'armée, les Rwandais ont très mal vendu l'image de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les choses semblent prendre aussi de l'ampleur sous l'avantage de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que cela suffit pour qu'on commence à se glorifier et puis rester focus par rapport à ce qui est juste en face de nous? Ok, encore une fois, merci et nos salutations aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net instant. Et par rapport à l'actualité ou votre question, cher Cédric, moi, je dirais c'est bien que nous bénéficions à ces moments-ci des soutiens de partout, des nations que nous connaissons qui ont un droit de veto sur certaines nations ou dans certaines organisations internationales. Alors cela ne nous donne pas le luxe de nous dire eh bien voilà, c'est fini, nous devons nous taire ou croiser les doigts en tant que Congolais, alors que les solutions doivent venir de nous. Et déjà, la devise des Nations Unies qui est paix, dignité et égalité sur Terre, sur une planète saine, n'est pas quelque chose ou une invention de cette dernière année. C'est quelque chose qui a toujours existé, où l'hégémonie n'est pas, je dirais, un terme bienvenu dans le vocabulaire plutôt des Nations Unies. Ce qui veut dire la paix est un acquis pour toute nation membre des Nations Unies. L'égalité qui veut dire les États-Unis ont un droit sur son sol par rapport aux autres nations. Également, la RDC doit avoir la même ou le même droit ou les mêmes égalités qu'ont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Alors ici, nous ne devons plus nous berner puisque, oui, bien sûr, on a condamné, on a donné des sanctions qui demeurent encore sur papier. On a vu ici des cessez-les-feux donnés ça et là. Mais jusqu'à cet instant ou jusqu'à ces jours, ces rebelles ou cet ennemi n'a pas obéi à ces ordres donnés par les organisations des Nations Unies ou certaines nations ou les représentants de certaines assemblées nationales de certains pays membres des Nations Unies qui ont condamné. Et aujourd'hui, ce mot d'ordre n'est pas encore respecté. Nous, ce que nous devons faire en tant que Congolais, chacun en ce qui les concerne, dans son domaine, continuer à faire pression sur, comme l'a dit mon frère Diomaye, continuer à faire pression, puisque je pense que la diplomatie qui nous a mieux vendu sur la scène internationale risque de se berner ou risque de se refroidir. Pourquoi? Puisqu'on s'est senti prépondérant ces derniers temps. Nous avons pris de l'ampleur, nous avons pris les dessus sur les Rwandais et nous pouvons croiser les bras, attendre les résolutions ou les sanctions au-delà des actions
prises ou menées par les organisations sous-régionales et régionales. Alors, chacun en ce qui les concerne, ceux qui sont communicateurs doivent continuer à clamer l'ingérence que Rwanda fait, ou c'est que l'ingérence que connaît ou est victime la République démocratique du Congo. La diplomatie congolaise ne doit pas dormir ou croiser les bras, elle doit continuer à œuvrer comme son premier jour, à continuer avec Madame Thérèse Kaikwamba. Donc, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons continuer à œuvrer tel que nous avons les aspirations pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Justement, alors, nous avons tous suivi les communiqués de la présidence angolaise. C'était juste après la rencontre un tête-à-tête, justement, Tshisekedi Lourenço. La présidence angolaise plutôt annonce un dialogue face à face RDC et les M23. C'est qu'il ne s'inscrit jamais dans, justement, même dans l'optique du président de la République. Lui, bon, je cite le propos du président de la République, je ne peux jamais discuter avec le pantin, dit Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, au regard de ces communiqués, et c'est les 18, dans quelques jours, les 18 mars, que la réunion aura lieu à Luanda, que peut-on attendre? Parce que ici, la partie congolaise reste silencieuse sur cette question. Mais Luanda déjà nous dit vrai que voilà, il faut que la partie congolaise rencontre les M23. Comment pouvons-nous réfléchir sur cette question? Eh bien, moi je pense que la réponse à cette question n'est pas si complexe, pardon. Elle est simple pourquoi? Puisque nous avons la résolution 2773 des Nations Unies qui a condamné les Rwanda déloge et qui nous envoie à la voie diplomatique et des dialogues. Et vous savez, si la résolution nous parle des dialogues avec les vrais problèmes, comme le chef de l'État l'a toujours dit, les vrais problèmes où la racine, la genèse de ces atrocités est Kagame ou les Rwanda, alors que tous ces supplétifs ne font que arrière-plan ou base arrière du Rwanda, qui est l'instigateur originel de ces atrocités ou de ces guerres que nous subissons à l'est de la République démocratique. En dehors de la résolution 2773 des Nations Unies, nous avons la feuille de route pour parler de Nairobi. Oui. Et la médiation du Rwanda, si cette feuille de route prévoit des conciliabules pour parler avec les M23, puisque le chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, reste collé, rattaché à cette feuille de route de Nairobi, il reste rattaché à la résolution 2723 qui nous donne la possibilité, et d'ailleurs, c'est que le chef a toujours voulu, il a toujours appelé au dialogue, mais un vrai dialogue avec le vrai problème qui est le Rwanda. Si dans ces résolutions, si dans cette feuille de route, il est prévu que la RDC va parler ou discuter avec les M23, nous allons le faire. Mais si ce n'est pas le cas, alors je ne vois pas pourquoi cette question doit encore s'inviter, puisque nous avons déjà des bases bien établies sur lesquelles les débats doivent se dérouler et sur lesquels les orientations sont données, sont déjà bien établies, et le médiateur est bien connu, M. Joao Lourenço. Il a sa façon aussi à se faire valoir vis-à-vis du continent ou dans l'espace international, pour dire voilà, il est en train de faire son travail, il peut donner une autre image que nous ne partageons pas. Raison pour laquelle vous lirez avec moi les tweets de la porte-parole du chef de l'État qui a bien dit, nous prenons acte. Oui. Prendre acte, c'est pas l'aval ou l'accord, être d'accord. Nous avons pris acte de leur communiquer, mais c'est à nous de décider, nous allons le faire, puisqu'il a pris unilatéralement cette décision de dire que la RDC
discuté avec les M23, mais le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé par rapport à la question. La République démocratique du Congo reste rattachée sur les procédures ou les voies légales déjà tracées par la communauté internationale qui nous ne prenons pas, en tout cas pour un acquis, mais nous devons quand même les suivre. Également, les cahiers des charges établis par cet accord de Nairobi qui nous donne la voie des dialogues, mais avec des personnes bien précises. La nation, je parle de la nation Rwanda, qui est nation qui agresse la République démocratique du Congo. Donc ces débats, je ne pense pas que ça doit nous revenir à tout moment, puisqu'elle est non fondée, cette question, pour moi, et nous devons rester dans la légalité des choses. Ok. Joe Maël, vous avez la parole. Résolution 27 plutôt 73. Et donc, c'est au moins, les lignes ont été tracées là-dedans. Mais la grande question, c'est que la ligne a été donnée avant même d'en arriver là. À Luanda avait tracé, Nairobi la même chose. Les rebelles n'ont pas compris. Résolution 2773, les rebelles toujours têtus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où c'est l'Angola qui nous parle d'un probable dialogue entre la partie congolaise et les rebelles du M23. Quelle est votre lecture sur cette question? Est-ce que n'est-il pas important qu'on passe seulement avec les rebelles et puis pour donner la paix dans cette partie du pays? Bon, dans une analyse claire, certaines personnes prendront la dernière alternative que vous aviez émise. Parlons avec les rebelles pour que nous trouvions la paix. Mais lorsque nous allons consulter l'histoire, nous allons consulter les faits passés, cette alternative, M. Maïle va la rejeter. Et lorsque nous allons les faire miroiter à l'opinion, nous allons rejeter cette alternative. Pourquoi? Premier élément de langage. Je suis en train de le dire presque tous ces jours ici dans les médias. Le M23 aujourd'hui, il faut bien le comprendre plutôt. Le M23, c'est une tactique depuis l'AFDEL jusqu'à nos jours pour déstabiliser le Congo et piller illicitement ses richesses. Le M23, c'est une métamorphose. Vous voyez, en zoologie, hein, pour quitter l'état de la chenille et puis pour arriver à l'état des papillons. Voilà. C'est ça le M23. Le M23, c'est la métamorphose de l'AFDEL, du RCD, du CNDP. Je me pose la question. Je suis toujours dans la branche historique. Quelle était la revendication de l'AFDEL? C'est que le Congo a perduré pendant 32 ans dans la dictature, il faut libérer le Congo. L'AFDEL arrive au pouvoir, les revendications ne sont pas mises en place. Moïse Laurent Désiré Kabila se comporte un dictateur et les RCD, entre guillemets, se sentaient mécontents, il faut nous libérer de la dictature de Moïse Laurent Désiré Kabila. On vient sur la table de négociation en 2002, il y a la réinsertion de ces rebelles du RCD, le brassage et le mixage, et ils trouvent gain de cause au regard de ce qu'ils ont présupposé comme revendication. Mais est-ce qu'il y a fin des atrocités? Non. Koundabatoire est à l'est du pays. Il vient encore avec le CNDP. Il y a encore réinsertion. Il y a partage des postes. Mais il continue encore. En 2012, ils viennent encore en 2013, il y a encore réinsertion au sein de l'armée. Réinsertion politique et sociale. Et ils vont encore ressurgir. La grande question ici, Tshisekedi dit notre président ne milite pas seulement pour éradiquer le M23. Il faut comprendre. C'est une nuance de taille. Tshisekedi dit notre président milite pour assainir l'est du pays. Pour donner la quiétude, la paix, la soie. Mon frère a utilisé des éléments très importants. La feuille, le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, structurellement,
répertorier ce qu'on appelle les groupes rebelles, les milices. En 2002 et en 2022, les processus de Nairobi, écoutez-moi très bien, a répertorié 200 groupes rebelles locaux. 200 groupes rebelles. Et 14 groupes rebelles étrangers qui opéraient sur le sol congolais. Donc ça fait 214. Avant que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en 2019, les élections se sont faites en 2018, il a commencé son mandat en 2019. Oui. La temporalité d'abord de 2019 à 2022, il y a combien d'années? 2019, 20, 21, 22, 3 ans. Vous allez nous dire que c'est sous les 3 ans que sont les 214 groupes rebelles. D'abord. Alors, aujourd'hui, le président Lorenzo, deuxième élément, c'est quelqu'un qui est sincère avec la République démocratique du Congo. Il est soucieux des Congolais et puis il est soucieux de la vie humaine. Et tant que médiateur, maintenant j'entre dans l'esprit du médiateur. Et tant que médiateur, il met en place des alternatives pour chercher la paix. Parce qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui concilie les deux parties. Les parties qui sont en hostilité ou en adversité. Pour trouver un terrain d'entente. Lorenzo, comme médiateur, essaye d'élastifier sa zone d'action pour comprendre le tour et les contours de cette insécurité. C'est pourquoi il doit aller vers le M23. Ça, c'est Lorenzo. Ça, c'est pas la démarche du gouvernement congolais. Il doit aller vers le M23. Un peu comme ça a été le cas avec le prêtre catholique. Oui, très les bien. Protestants, oui. Troisième élément. Que dit le gouvernement congolais au regard de la démarche de M. Lorenzo? C'est là où les choses sont claires, mais certaines personnes interprètent ça péjorativement. Le gouvernement congolais dit ceci par le biais de son porte-parole, le porte-parole du président de la République, qui dit que, premier alinéa, nous prenons acte. Mais quand quelqu'un dit il prend acte, est-ce que cela sous-entend une position penchante au regard d'une action? On est intellectuel. Quelqu'un te demande de l'argent, j'ai besoin de 5 000 $. Je prends acte. Ça veut dire que je vais vous donner. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer dans l'esprit de cette communication. Vous m'aviez posé un problème. Je vais l'étudier et voir dans quelle mesure de possible je peux ou ne pas répondre. Je peux ou ne pas vous satisfaire. Pourquoi cette réponse a été méthodologique? Lorenzo, c'est un médiateur. Des deux, c'est un président de la République, homologue du président Tshisekedi. Donc, il faut avoir une méthodologie très mature pour répondre à cette personne qui a une double casquette. De 4, si vous voulez. Suivez les alinéas, lisez les alinéas qui suivent. Il faut respecter le cadre approprié, qui est le cadre de Nairobi, et le gouvernement et les institutions congolaises s'abattent sur la résolution 2373. C'est là 2773, excusez-moi. C'est là où la réponse du gouvernement congolais a été donnée, mais d'une manière très mature, mais les gens n'ont pas compris. Est-ce que les communs des mortels ont consulté la résolution 2773? Cette résolution a des bras. Elle a une branche qui est militaire, qui demande les retraits de tous les troupes, que ce soit les troupes rwandaises, que ce soit les troupes du M23, du sol congolais et des zones occupées. La deuxième alternative de cette résolution, le couloir diplomatique. Il faut chercher des résolutions diplomatiques. Comment chercher les résolutions diplomatiques? Cette résolution n'invente pas les résolutions diplomatiques, mais cette résolution rentre sur le format qui a été déjà utilisé. C'est quoi le format utilisé? Nairobi et Luanda. Nairobi met en évidence les structures qu'on appelle les groupes rebelles et les milices. Et le pourparler de Luanda met en évidence 2 personnes qui sont en adversité, un agressé et un agresseur. Donc, le cadre idéal aujourd'hui, si le M23 vous déliez, partir sur la table de négociation, c'est aller dans un cadre structurel bien approprié, qui est le sommet
ou le pourparler de Nairobi. Mais posez-moi maintenant la question, pourquoi le M23 ne veut pas obtempérer à cette alternative d'aller vers le pourparler de Nairobi? Parce que le gouvernement congolais, par les biais de son parlement, avait pris une résolution en 2023 que lorsqu'on va, on va désarmer, on va démobiliser le M23, il n'y aura plus réinsertion au sein de l'armée, ce qu'on appelle brassage et mixage. Exactement. Donc, ils vont être réintégrés dans la société comme des paisibles citoyens. Ce qu'ils ne veulent pas. Ce qu'ils ne veulent pas. Donc, posez-vous la question aujourd'hui. Les revendications du M23 se basent sur quoi? Or, le M23 étant une tactique pour démobiliser et déstabiliser la République démocratique du Congo, il ne faudrait pas que le gouvernement congolais parle avec le M23, mais il faudrait que le gouvernement congolais parle avec les géniteurs de cette crise. Et les géniteurs de cette crise est connu, c'est le Rwanda accompagné par certains bourreaux internationaux. Merci beaucoup, Diomaye. Je reviens beaucoup plus. Déjà, autour de cette forme qui s'installe, on parle même de l'hypocrisie de certaines organisations internationales. Vous avez suivi les communiqués final qui a sanctionné justement la réunion d'hier de la SADC qui s'est passée par visioconférence. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est resté ferme dans sa décision. Mais ici, il est clairement dit dans ces communiqués, il est annoncé les retraits progressifs des troupes de la SADC. Mais au moins, les communiqués martèlent également sur des solutions diplomatiques. Diomaye en a parlé suffisamment tout à l'heure. Mais beaucoup plus, moi, je reviens sur ces communiqués dans lesquels les dirigeants ou bien les membres de la SADC ont décidé du retrait progressif des troupes Sami-DRC. Qu'est-ce que nous pouvons au moins réfléchir de cette action, car ces troupes étaient dans l'est de la RDC pour amener la paix et contraindre justement l'ennemi, l'AFCM 23 RDF. Cher estimé Germain, vous avez la parole. Oui, la SAMI RDC a assuré la paix à l'est de la République démocratique du Congo, comme détermine sa mission militaire en République démocratique du Congo, pendant qu'elle était là comme mission. Ils ont eu à barrer la route aux rebelles, aux côtés de nos forces armées. Je ne pense pas. S'il n'y a pas solution, ou s'il n'y a pas résultat dans leurs actions, ce que nous devons savoir est que dans tout ça, la République démocratique du Congo perd en vies humaines, perd financièrement, puisque vous verrez le ministre des Finances de Doufamba qui va se battre pour trouver des moyens à la caisse de l'État pour desservir nos militaires loin des défections, loin de nos officiers qui trahissent la République démocratique du Congo. Il y a aussi des missions des organisations internationales en République démocratique du Congo appelées pour assurer la paix en République démocratique du Congo, à l'Est, à sa partie Est, qui n'arrivent pas à mieux jouer leur jeu, qui ne jouent pas franc jeu vis-à-vis de la République démocratique du Congo, qui reste dans une passivité large pendant que l'ennemi avance, pendant que l'ennemi occupe certaines localités de la République démocratique du Congo. La SAMI RDC était là. Elle était passive. Et moi, je ne suis pas surpris que cette mission soit retirée de la République démocratique du Congo. J'irai même loin immédiatement qu'ils partent et tous, et que la République démocratique voir comment entreprendre d'autres démarches, s'il faut renforcer en termes militaires et les accords, nous n'allons pas les boycotter, ils se font et se défont comme les dit en diplomatie, et nous allons chercher d'autres mécanismes pour que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai aimé la posture du chef de l'État hier pendant la réunion cette réunion avec les chefs d'État, où il a montré une attitude assez ferme et qui ne va transiger devant rien, qui ne va reculer en face de rien, et il n'a pas aussi essayé d'utiliser le côté sensationnel pour
réagir à chaud vis-à-vis de la communication de la présidence angolaise, et il est resté dans sa posture et a donné sa position par rapport en tant qu'État, en tant que pays, pour que nous ne restions pas dans cette logique où nous allons attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Nous allons rester là. C'est pourquoi nous avons toujours fait, nous n'allons pas, bien que nous cherchons des solutions aussi de manière diplomatique ou militaire ailleurs, mais comme l'a dit la résolution de Nairobi, a prévu certaines stratégies venant de certains généraux des armées de ces pays membres. Qui doivent proposer une feuille de route avec des propositions militaires pour déloger l'ennemi dans la partie est de la République démocratique du Congo. Chose qui n'a pas été respectée, chose qui n'a pas été faite par ces militaires rebelles du M23 et AFC. Donc nous, de notre côté, les solutions extérieures, nous en aurons ou nous allons les chercher. Mais ce que nous devons faire, appeler à nos compatriotes ici, à l'intérieur du pays, à s'y montrer assez mature et donner une face patriotique vis-à-vis de son État. Et d'ailleurs, j'ai aimé la tournée de l'ancien Premier ministre, M. Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, qui a fait plusieurs territoires, presque l'espace Grand Katanga, où il a fait Lubumbashi, Kamina, Nzilo, il a fait Sakanya, il a fait Kolwezi pour sensibiliser la population congolaise, leur faire voir c'est maintenant que nous devons nous lever. Et surtout, il a fait appel aux jeunes aussi qui doivent s'enrôler dans l'armée congolaise pour donner plus de force. Pendant que nous sommes en train de chercher ces solutions diplomatiques, du point de vue armé, nous cherchons aussi des solutions et nous affûtons nos armes pour affronter l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Et donc, les compatriotes Jean-Michel Samaloukonde, j'ai en tout cas apprécié, sans pour autant prendre parti, quoi qu'il en soit. Bon, voilà, j'ai apprécié cet acte patriotique, puisque beaucoup ont dit qu'il était silencieux et tout ça, alors au regard de son agenda, peut-être en tant que président du Parlement. Mobiliser c'est bien, mais il y a des éléments fondamentaux justement qui vont stimuler justement le jeune à rejoindre l'armée avec courage. Mais il faut beaucoup plus revenir sur ces éléments. Oui, les éléments, je les sais. Quand M. Samaloukonde va mobiliser dans la partie orientale de notre pays, les Grands Katanga, vous ne devez pas omettre aussi cette hypothèse financière qui a voulu à ce que d'ailleurs les chefs de l'État avaient donné des injonctions au gouvernement, particulièrement au ministre Doudou Fouamba, à qui nous présentons nos vives félicitations pour le travail qu'il est en train d'abattre pendant cette période de guerre, mais qui assure, il a demandé de mettre les moyens en place pour que les traitements de nos militaires ou leurs conditions de travail, conditions de vie soient améliorées. Donc vous verrez avec moi peut-être dans les jours qui viennent, déjà, la paye du mois de mars, ils toucheront peut-être les doubles de ce qu'ils touchent. Nous devons aussi être d'accord qu'on ne va pas tout changer au même moment ou brusquement, de peur que certains services aussi soient mis à mal. Mais croyez-moi, leur revenu sera revu à la hausse, comme l'a demandé les chefs de l'État et les chefs du gouvernement, Madame Judith Soumino. Donc, soyons-en rassurés. Merci beaucoup, cher Germain. Je crois très bien que la meilleure motivation qui va nous stimuler tous à protéger la République, justement, à rejoindre l'armée et la police, ce n'est que l'amélioration des conditions de vie de ces personnes qui travaillent pour la République. Diomaye, pouvons-nous dire aussi, aujourd'hui, au regard de ces communiqués de la SAMI d'IRC, qui était dans l'Est, mais qui n'a rien produit comme travail ou bien résultat escompté. Ça a été le cas avec, plutôt avec les militaires de l'EAC. Aujourd'hui, la SADC qui décide d'un, plutôt, je peux dire, d'un retrait progressif. Peut-on donner raison ici à certains opposants qui avaient prophétisé
justement, on peut le prendre comme des prophètes qui avaient déjà vu que cette force n'allait pas faire quelque chose sur terrain. Je parle ici de Martin Fayoulou, Adolphe Mozito et de certains opposants. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez, cette crise a commencé depuis les années 90, fin des années 90, avec Mouzé, Laurent et puis Joseph Kabila. Après, c'est M. Tshisekedi qui arrive. Mais M. Tshisekedi, c'est le seul président. Je l'ai bien dit, je peux le répéter. C'est le seul président parmi les 3 présidents qui ont transité pendant cette crise à avoir essayé beaucoup des alternatives sécuritaires. Donc, ici, mais rallié à la posture des opposants qui sont non patriotiques, je dirais non. Non, Adolphe Mozito il a fait des propositions justement que le gouvernement certains même n'ont pas été pris en compte. Monsieur Cédric, vous savez, les propositions que font l'opposition, je l'ai dit récemment là, ce ne sont pas des propositions spécifiques et originales. C'est un peu, je dirais, c'est un peu du copier-coller. Hein. Non, que voulez-vous? Ils vous ont proposé de ne pas accepter l'arrivée des militaires de l'EAC ici. Non. Et puis de la SADC. Aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Il faut, en fait, dire quelque chose et proposer quelque chose, c'est 2 choses différentes. Lorsqu'on doit proposer à une institution une démarche, une idée, il y a des canaux par lesquels on utilise pour mettre en œuvre une proposition. Mais lorsque on vient dans un plateau de télévision ou dans un point de presse ou dans une conférence s'adressant à l'opinion et on sort quelques mots, c'est là vous direz que c'est une proposition. Non. Les personnes que vous citiez pour ne pas faire leur publicité, s'ils se sentent vraiment congolais, normalement, ils devraient mettre en exergue les formules par lesquelles on propose. Il y a les formules administratives, il y a des correspondances. Qu'on peut mettre en œuvre un document bien rédigé, bien fignolé. On se sent de l'opposition, mais on part la déposer dans une institution et on reste avec une copie. Bon, voilà ce que nous avions proposé au gouvernement congolais par rapport à l'arrivée des troupes de la SADC. Voilà ce que nous avons proposé à l'institution présidente. Déjà, à la correspondance de la présidence là-bas, service courrier, on accepte tout le monde. Même les Congolais lambda, quand tu rédiges ta lettre pour que ça aille à la présidence, tu vas déposer ça là-bas, on t'accepte. Donc, moi, je n'admets pas le concept de proposition pour ce qu'ils ont dit. En fait, l'opposition, actuellement, cherche à créer le buzz ou cherche des récupérations politiques sur base de certains sujets. Vous aviez vu ici, nous avons cité précédemment, le tweet de Mme Tina Salama a été récupéré négativement par l'opposition. Il y a certaines personnes même qui sont allées très loin. Ils ont pris les discours du chef de l'État qu'il disait que je ne négocierai pas avec ces personnes. Avec les pantins, oui, voilà. Ils ont collé avec cette proposition. Cette proposition de l'Angola. Vous comprenez que... Donc, ils ne sont pas dans la logique de proposer. Mais ils sont dans la logique de tirer M. Tshisekedi. Ici, il faut interpeller aussi les gens qui nous suivent. J'ai posé une question. La paix qui doit être rétablie à l'Est, c'est pour la famille Tshisekedi ou c'est pour la famille IDPS? C'est ça la grande question. Si vous vous posez ces petites questions-là, vous allez comprendre le mode opératoire de nos opposants. Parce que si la paix c'est pour la RDC, on ne travaillera pas pour Tshisekedi, mais on travaillera pour la République démocratique du Congo. Lorsque j'ai émis des propositions, je ne les mets pas pour que Tshisekedi prenne une certaine ascension. J'ai émis mes propositions pour permettre à Tshisekedi de les mettre en œuvre pour que mon pays avance. Nous avions un problème ici au Congo. Le fait d'être concilié, de vivre ensemble, c'est ce qui blesse. Les soi-disant opposants aujourd'hui se disent, ils vont se taper avec tout le monde, soldats du peuple, militants du peuple, directeurs du peuple, inspecteurs du peuple. Mais le contenu est creux. Le contenu est creux. Le président Tshisekedi d'aujourd'hui peut démissionner, mais le Congo restera avec cette insécurité.
Nos frères vont continuer à mourir à l'est du pays. Les Congo, il faut comprendre, il faut faire comprendre. Les Congo n'appartiennent pas à Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas un certificat de parcelle qu'on appelle République démocratique du Congo. Tshisekedi, c'est le président qui incarne actuellement l'institution président de la République. Mais après lui, le Congo va continuer. Concevons le Congo, nous, chez nous, on conçoit le Congo comme un héritage que tout liquidateur doit avoir la capacité de défendre. Donc, étant que 6 mois, je suis Congolais, avec la fibre patriotique que j'ai, je ne peux pas prophétiser du mal pour mon pays. À moins que je ne sois pas Congolais. Vous voyez toutes ces personnes-là aujourd'hui qui fustigent le président de la République, toutes les démarches, vérifiez bien. Ils ne sont pas Congolais. Vérifiez très bien. Soit ils peuvent... Je vous dis la vérité. Vérifiez très bien. On ne peut pas l'affirmer ici. J'ai dit vérifiez bien. Soit ils ne sont pas nés sur le sol congolais, soit ils ont l'un des parents qui a une autre nationalité. Vérifiez bien. Ils sont des Dakar. Ok, Joe Maele, on finit, on atterrit par ces sujets. Bien sûr, c'est un sujet qui fait parler beaucoup plus. La classe politique, il y a certains qui soutiennent, les autres ne soutiennent pas. Nous avons tous suivi que la RDC a ouvert ses mains aujourd'hui pour accueillir les USA et traiter avec les USA sur des minéraux stratégiques. Déjà, cet appel de Félix Tshisekedi est très mal aperçu par les uns qui parlent d'un président qui veut justement brader les minéraux de la RDC, mais Tshisekedi en veut pour... il tient vraiment sur cet accord pour la paix dans l'est du pays et signer des accords avec les USA pour l'exploitation légale des minéraux stratégiques en échange de la sécurité et infrastructure en RDC et accepter de tuer la population et puis un bradage ou bien une exploitation illicite des minéraux. Quelle approche aujourd'hui semble bonne malgré les critiques des uns et des autres? C'est la question que je vous pose, Germain. En tout cas, si cette question taraude les esprits de certains Congolais, c'est très aberrant et absurde pour tout politique qui se dira politique en République démocratique du Congo et être contre cette posture qu'a prise le chef de l'État. Et d'entrée de jeu, dès sa prise de fonction comme président de la République démocratique du Congo, il avait fait appel à toutes les forces industrielles, je dirais, et puisque vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est le poumon de l'industrie mondiale. Il avait fait appel aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, la France et toutes ces nations qui utilisent ou qui ont besoin de nos minéraux pour faire fonctionner leurs activités. Il leur avait passé un message clair que, au lieu de passer par les billets du Rwanda pour acquérir plutôt les minéraux rares que vous avez besoin pour vos industries, passer par la République démocratique du Congo. Comme ça nous éviterait les guerres, ça nous éviterait des atrocités, ça nous éviterait des morts à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. C'est bien clair. Les États-Unis est une grande puissance économique, militaire même mondiale. Quand nous faisons un accord sur les minéraux avec les États-Unis d'Amérique, en contrepartie, nous pouvons, comme l'accord que nous avons avec la Chine, l'accord sino-congolais, le projet sino-congolais, et nous leur donnons nos minéraux en contrepartie, ils nous donnent les infrastructures, malgré que nous avons connu ces fiascos avec les régimes passés qui avaient signé ces contrats sino-congolais, mais qui n'a pas profité aux Congolais, qui n'a pas profité pour que nous ayons des infrastructures adéquates d'une nation. Mais aujourd'hui, quand le président de la République prend la position de discuter ou signer, s'il faut le faire, des accords ou des contrats avec les États-Unis, qui fera automatiquement exclure les Rwandais de cette chaîne de valeur, de nos minéraux, et son économie sera en faillite, puisque c'est les États-Unis, vous n'allez pas me contredire ici, qui étaient les parrains numéro 1 du Rwanda
et avant que la Grande-Bretagne ou la France ne viennent en soutien aux côtés du Rwanda. Donc, cette position que prend les présidents de la République, moi en tant que Congolais qui veut la paix, qui veut le développement de la République démocratique du Congo, je soutiens cette position. S'il faut négocier déjà en avril ici, sera aux États-Unis en tête-à-tête avec le président Donald Trump, nous lui donnons tout notre soutien et nous sommes pour que ces meetings ou cette rencontre est liée au profit des Congolais et nous n'allons pas regarder les Congolais qui vont chanter ou qui vont diaboliser cette position prise par le président de la République. Et on doit se poser des questions. On veut quoi au juste? On veut quoi au juste? On veut déloger les Rwandais du Congo, on veut déloger les rebelles du Congo, puisque si nous voulons y parfaire, nous n'avons pas assez de moyens. En Afrique, en tout cas, nous n'avons pas assez de moyens. Nous ne pouvons pas aussi acquérir aussi vite certaines logistiques, mais ici, les États-Unis en ont. Et qu'en contrepartie, ils nous assurent ou rassure la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec ses munitions. Et s'il aura besoin de certaines ressources pour sa part aussi, moi ça me dérange. Au lieu que Rwanda en bénéficie et nous, on en pâtit. Donc. Vous l'avez si bien dit, mieux vaut signer des accords avec un pays qui va justement exploiter légalement les minéraux et puis nous donner ce que nous voulons. Mais comment vous réagissez justement à ces critiques aujourd'hui parce que ça prend de l'ampleur dans la classe politique, c'est l'opposition actuelle. Vous allez voir qu'il y a certains qui tiennent mordicus, qu'ils voient dans cet accord un positionnement qui va dans l'avantage de Félix Tshisekedi pour la République. Et je ne sais pas, c'est eux qui élaguent ces propos, qui en savent un peu plus au profit de Félix Tshisekedi. Par quelle mesure? Puisque là, Tshisekedi va en personne morale et non physique. Il va négocier pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Les ressources minérales ne se trouvent pas dans la parcelle de Tshisekedi à Limité ou ailleurs en Belgique ou je ne sais moi. Vous voyez, au nom des Congolais, au nom de la paix congolaise, au nom de la quiétude des peuples congolais que Tshisekedi ira parler avec Trump. Si il y aura une probable négociation sur nos minerais, échange en munitions ou en logistique militaire et ils prennent leur part pour les transformer à leur manière. Nous, notre problème est que les atrocités cessent dans l'Est. À la partie est de la République démocratique du Congo. Tout ce que les opposants peuvent dire, tout ce que la société civile corrompue peut dire, qu'il y a des penchants, ou tout ce que l'église congolaise ou les hommes d'église congolaise peuvent dire, alors ce sont les intérêts congolais qui priment dessus toute supputation ou toute interprétation des choses par certains Congolais. Donc nous restons rattachés aux intérêts de la République démocratique du Congo, que les chefs aillent aux États-Unis négocier, les États-Unis viennent prendre ce qu'ils ont besoin et nous donner, nous, en contrepartie, ce que nous avons besoin. Point barre. Très bien. Diomaye, vous avez la même question. Comment expliquer au moins ces sauts de Félix Tshisekedi qui dépasse l'entendement des uns et des autres parce qu'on ne s'attendait pas. Et même l'administration Trump est agitée justement à accueillir ces deals. Pensez-vous que c'est un deal qui va justement apporter ce que les Congolais attendent pour l'Est? Non seulement l'Est, mais pour toute la République démocratique du Congo. Merci, cher Cédric. Ce que j'aime au président Tshisekedi, c'est que c'est un monsieur très stratégique et puis très méthodologique. Je pense que vous aviez posé une question, vous aviez émis quelque chose là, entre un pillage illicite qui est non bénéfique pour la République démocratique du Congo, qui cause les morts et les dégâts à l'est du pays, dont le Rwanda et la personne ou le pays qui matérialise, et une exploitation légale, officielle, où il y a des bases administratives, dont les États-Unis seraient le porteur. Quels seraient les choix des Congolais? C'est ça, il faut poser la question. Quels seraient les choix des Congolais?
Monsieur Cédric, historiquement, les États-Unis s'est construit pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Les États-Unis s'est construit. Les États-Unis n'étaient pas la grande puissance du monde. Non. À l'époque, c'est la Grande-Bretagne qui domine. Le Portugal, l'Espagne. Mais vers les années 90, je me réfère à l'histoire géopolitique, les années 90. Quelle est la formule qui a fait que les États-Unis puissent devenir grande puissance? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a un amiral de la flotte maritime américaine qui s'appelait Alfred Mahan, vers les années 90, dès début des années 90. Il a regardé quelle était la démarche de la Grande-Bretagne, grande puissance de l'époque. Il a recommandé aux autorités américaines, il a dit quoi? Nous ne pouvons pas rivaliser la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons pas rivaliser le Portugal. Au contraire, on doit copier la Grande-Bretagne et faire un partenariat. Dans cette démarche du copie, nous, on va construire notre flotte, on va construire nos avions, nous allons construire notre armement militaire, ce qui nous permettrait de devenir forts et de se détacher. Voilà la formule qui a fait que les États-Unis deviennent une grande puissance militaire. Voilà. C'est par la réflexion du copier-coller et par un partenariat sincère. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, le Congo a quelque chose à donner. Le Congo, je vous ai dit aujourd'hui, c'est le poumon de la nouvelle technologie. Alors, pour faire valoir ses intérêts, il faut donner quelque chose. Mais le président Tshisekedi refuse. Vous saviez, Mouzé Laurent Désiré Kabila lui-même était vendeur de diamants et de l'or. Hein. Les Libanais venaient, il vient chez lui là-bas au palais des marbres, il peut vendre les diamants. Mais Tshisekedi, comme c'est un légaliste, il refuse. Il dit, je vais mettre mon pays dans une posture officielle qui fera en sorte que les États-Unis de la République et les États-Unis, qui la grande puissance, aient l'exclusivité de l'exploitation de certains minéraux stratégiques. Quand on parle de l'exclusivité, cela met de côté d'autres puissances. On donne aux États-Unis les couloirs, les monopoles d'exploiter. Je préfère que les États-Unis exploitent. Et dans cette exploitation, nous les Congolais, nous allons bénéficier de choses. Nous allons bénéficier, je crois que militairement, parce que le compte, jusqu'à présent, nous sommes en train seulement d'analyser l'esprit de l'accord. L'esprit, tout à fait. Mais l'accord en question, nous n'avons pas encore sur table pour analyser les points. Ça va se définir en Afrique, lui. Si militairement, je pense qu'il y aura un point militaire, les États-Unis ont des bons encadreurs, on va bénéficier premièrement de la formation américaine. On va bénéficier des services. Si je suis le président Tshisekedi, je vais inclure aussi la formation en renseignement militaire et en renseignement civil. Nous allons bénéficier à la nouvelle technologie en armement militaire. Tout ça, ce sont des bénéfices. Nous pourrions bénéficier aussi des structures et des superstructures construites ici en République démocratique du Congo pour l'exploitation de ces minéraux. Et même les infrastructures également. Oui, c'est ça que je parle des infra et des superstructures. Donc, Tshisekedi a compris que le Rwanda n'est qu'un pays médiateur, un pays béquille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque nous parlions de pourparler, il ne faudrait pas parler avec le 1-23. Il faut parler avec les génitaires. Les États-Unis est parmi les personnes ou les pays cités lorsque cette crise a débuté en 1994. Les États-Unis ont donné son aval pour que le Rwanda, par le biais de M. Laurent Désiré Kabila, puisse attaquer le Zaïre de Mobutu. Donc, si nous partons dans la dynamique de converser directement avec l'administration Trump,
ça serait un moyen de pouvoir écarter le Rwanda. Ça serait un moyen de pouvoir écarter les ravitaillements en armement. Posez-vous la question. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le secrétaire général des Nations Unies a dit que les M23 détenaient des armements sophistiqués. La question s'est posée. Les M23 comme groupe rebelle tirent ces armements d'où? Les M23 comme groupe rebelle a quelle finance pour avoir des armes sophistiquées? Donc, il y a des personnes qui ravitaillent le M23. Et ces personnes-là, c'est le Rwanda. Et qui ravitaille le Rwanda? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, il faut aller maintenant à la source pour couper l'hémorragie. Donc, si nous coupons l'hémorragie, le Rwanda qui est le petit protégé des États-Unis, et déjà, vous avez vu la Belgique aujourd'hui est porteuse de la résolution Tout à fait. de la République démocratique du Congo au Parlement européen. Déjà, ce sont des grandes victoires. Quand la Belgique porte la revendication, la Belgique qui est le siège administratif du monde, et aujourd'hui, quand les États-Unis auront l'exclusivité de l'exploitation de certains minéraux, il revient maintenant à nous, Congolais, de pouvoir capitaliser ces partenariats. Exactement. Je parle de la capitalisation parce qu'il doit arriver un moment où le Congo doit se sentir maintenant assez mature, assez à l'aise pour voler de ses propres ailes. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Merci beaucoup, cher estimé Joe Maele. C'est par-ci que nous mettons un point final. Mais il y a quelqu'un qui a réagi à partir de la maison, Cédric Ndombele, qui est habitué de cette émission. Il dit: les États-Unis ne sont pas devenus grande puissance vers les années 90, mais depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Non, il faut lui dire, les résultats de 1945, c'est les résultats des années 90, le début des années 90. Parce que les États-Unis a travaillé pour avoir une flotte, pour avoir l'armement des avions, pour avoir tout ce qu'ils ont là. C'est avec Alfred Mahan. Je lui renvoie d'aller lire l'histoire d'Alfred Mahan, l'histoire de la construction des États-Unis. Il va comprendre. Ce n'est pas en 1945 qu'ils sont devenus... À 1945, ils ont confirmé ce qu'ils ont construit, cette suprématie-là. Exactement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, quelques secondes à chacun. Cher Germain Moukaba, votre mot de la fin pour cette émission. Et mon mot de la fin sera adressé plus particulièrement au chef de l'État, à qui nous donnons beaucoup de force, à qui nous promettons notre soutien en tant que commandant suprême des forces armées de la République et de la police. Également à ces lieutenants, ces hommes en qui il peut espérer résultat, Monsieur Doudou Fambali Koundé, qui lui aussi va prendre la route de Kisangani pour faire ce même travail de mobilisation. En même temps, il mobilise les finances de l'État pour la bonne marche des institutions. En même temps, il va mobiliser les jeunes à rejoindre nos forces armées de la République pour combattre et bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Et monsieur le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, à qui nous félicitons aussi pour ses actions, toute sa tournée que nous avons suivie de près avec des résultats escomptés, plus de 15 000 jeunes qui ont accepté de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est travail des titans, lui qui représente notre pouvoir à l'espace Grand Katanga, nous lui donnons toutes nos forces et nos encouragements promis, et nous serons là en train pour accompagner tous les fils du pays. Ici, je n'ai cité que deux, puisque ce sont eux qui ont fait les choses avec résultat à l'œil nu, et prochainement, ça sera peut-être une autre personne envers qui nous allons adresser aussi nos remerciements et notre reconnaissance en tant qu'État et communicateur de la République démocratique du Congo. Donc, nous mettons un chapeau bas à M. Samalukonde et Doudou Fambali Koundé Liboutaï. Très bien. Sur cette matière de mobilisation, et également, c'est lui qui n'avait pas attendu le mot d'ordre du président de la République. Il avait même commencé bien avant, il s'agit bien du patron VPM du haut transport, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et lui aussi. Joe Maele, vous avez la parole sur votre mot de la fin. En fait, nous partons aussi dans la même logique de pouvoir encourager toutes les personnes qui travaillent au profit de la République. Ça, c'est très important, travailler au profit de la République. Moi, j'ai vais un peu en déviation pour
encourager aussi l'intensification de la patrouille financière qui s'est fait en cette période. Vous saviez, en cette période de crise, il faudrait très bien canaliser nos finances, il faudrait très bien veiller sur certains cannibales financiers et immoraux financiers. Donc, nous continuons à plébisciter et à soutenir le travail patriotique que fait l'IG, l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances par le canal de Gilles Alinghetti. Donc, force bravo à M. Alinghetti et pourquoi pas aussi soutenir tous les Congolais. En fait, nous sommes Congolais. Nous continuons à soutenir tous les Congolais aujourd'hui qui ont cette fibre patriotique et soutenir ceux de mon parti politique, Congo Mon Héritage, parce qu'on s'est dit un peu, nous avons la primaire de ces combats, parce que nous nous disons Congo, qui est notre héritage. Derrière, c'était l'anniversaire d'une de nos membres, d'une de nos soldats, Madame Hélène Loseke, qui a fêté son anniversaire. Il y a une brave dame aussi qui continue à faire un combat salvatrice. Pourquoi pas? Là, les messages sont très nombreux. Ils nous suivent depuis UPEN. Je vois Maître Mimi Yalouando qui me suit depuis UPEN. Donc, je suis en train de saluer. Donc, vous saluez aussi vous-même. Vous remerciez, parce que pas vous saluez, vous remerciez pour le cadre. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Allez-y. La personne qui est en train de vous parler juste en face de Joe Maele, bien sûr, on n'a pas pris le temps d'en parler ici, mais c'est un nouveau marié. Non. Et donc, il faut sentir les bains et tout. En fait, la nation, dans ces contextes où nous sommes en train, où les drapeaux est baissé, la nation passe d'abord au-dessus de nos désirs de Non, il faut en parler, Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre presque partout. Nous vous disons merci. Les thèmes que vous avez animés dans cette émission, on avait préféré de parler de la République, la RDC qui tend vers un avenir meilleur. Et vous avez suivi les analyses des uns et des autres. Et nous vous disons merci. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci.